bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc le sujet effectivement de cette table ronde qui est intitulée donc quelle démarche et quels accompagnements pour réussir votre transformation vers l'industrie du futur vous est proposé donc par nous trois. Donc on va faire un petit tour de table rapide et elle s'inscrit dans un parcours qui s'appelle Parcours Sud Industrie 4.0 qui est organisé, financé par la région Sud, avec un certain nombre de partenaires que vous voyez s'afficher en bas de l'écran et qui a pour vocation, et ça va être le thème principal de cette table ronde, d'accompagner les entreprises de la région Sud vers l'industrie 4.0 avec différentes étapes et surtout avec un programme qui est adapté à leurs problématiques. Donc, donc moi-même, je m'appelle donc Jean-Philippe Malissé, donc Captronic, je suis directeur national. Thomas Souza d'Industrie Méditerranée qui va revenir plus en avant sur l'ensemble du programme, et Alain Sagnard du CETIM qui interviendra aussi sur la partie sur son savoir-faire et ce qu'il peut apporter sur le programme. Thomas, je te laisse la parole. Bonjour. Donc Thomas Jussa, effectivement, donc je représente aujourd'hui l'association Industrie Méditerranée. En deux mots, Industrie Méditerranée, qu'est-ce que c'est? C'est tous les syndicats et fédérations industrielles unifiés en région. Voilà. Donc pour adresser tous les défis qui se posent à l'industrie. Et l'industrie du futur en fait partie, cet enjeu de modernisation, de gain en compétitivité pour nos industries territoriales, c'est important, donc c'est un sujet qui nous tient à cœur. Je vais peut-être juste me présenter rapidement. Donc, Alain Sagnard du CETIM, je suis responsable territorial de le CETIM, ça veut dire Centre Technique des Industries Mécaniques. Notre mission, c'est d'accompagner l'innovation industrielle par du transfert technologique vers les entreprises, pour toutes les techniques hard et soft des métiers de la mécanique. Donc on est assez pointu sur les technologies industrie du futur. On est d'ailleurs un des membres fondateurs de l'Alliance pour l'industrie du futur. Et on intervient en tant qu'expert dans ce programme pour les accompagnements techniques, et on est aussi membre de la gouvernance. Voilà. Voilà, donc Alain et Jean-Philippe font partie du groupement qui est mené par Industrie Méditerranée et qui porte le programme Parcours Sud Industrie 4.0. Donc vous entendez parfois parler d'Industrie 4.0, parfois d'Industrie du futur, tout ça c'est la même chose. C'est une idée qu'on se fait de l'industrie de demain, une industrie plus compétitive, plus connectée, plus efficace, parce qu'elle va tirer parti des révolutions concomitantes qui sont en train de se dérouler, que l'on est en train de vivre, et tous ces changements, tous ces bouleversements, ces verrous technologiques qui sautent font certains considèrent qu'on est en train de vivre la 4e révolution industrielle, d'où le 4.0. Voilà. Donc les enjeux pour l'industrie sont nombreux. L'enjeu d'attractivité, déjà, de nos métiers. Les industriels ont des difficultés à trouver les compétences, à les garder, à les fidéliser. Donc il y a un enjeu qui se pose à l'industrie qui est de faire changer un peu d'idées sur les métiers industriels pour attirer des talents, les garder. Mais il y a d'autres enjeux, et il y a l'enjeu de la compétitivité dans une économie qui est globalisée, qui est mondialisée. La pression sur les coûts, sur les délais, les marchés qui se transforment, des tailles de lot toujours plus petites, toujours plus customisées, des délais toujours plus courts. Donc à la fois on a les marchés qui évoluent et une pression toujours plus grande sur les enjeux d'efficience, de productivité, de compétitivité et d'innovation. Donc l'industrie du futur, c'est autant de menaces que d'opportunités. On préfère voir les opportunités pour l'industrie d'adresser tous ces enjeux. Voilà, donc à l'intérieur de l'industrie du futur, il y a des gens qui ont travaillé, l'Alliance pour l'industrie du futur notamment, et ses membres, CETIM, Captronic en font partie. Et donc il y a un certain nombre de leviers de compétitivité qui ont été référencés
Certains sont liés à la technologie, à l'intelligence artificielle, au robot collaboratif, aux nouveaux procédés de fabrication innovants, la fabrication additive par exemple, fabrication additive polymère mais également métallique, sont des petites révolutions qui vont bouleverser les chaînes de valeur dans la mécanique en particulier. Et donc il y a vraiment tout un catalogue qui a été constitué, qui est accessible en ligne sur le site de l'Alliance Industrie du Futur, c'est le référentiel Brick for Future, et qui va catégoriser les leviers de compétitivité de l'industrie du futur en 6 grandes catégories. Donc on va retrouver les objets connectés, l'Internet industriel, les technologies de production avancées, la nouvelle approche de l'homme au travail, parce qu'il faut savoir que l'industrie du futur, c'est pas que de la technologie. Il y a aussi des nouveaux modes de management, des nouvelles organisations, des concepts d'entreprise apprenante, entreprise libérée, entreprise étendue, etc. Il y a également de nouveaux modèles économiques qui vont concerner l'industrie. Donc dans l'industrie du futur, il n'y a pas que de la technologie, il faut bien garder ça en tête. Et donc la nouvelle approche de l'homme au travail, c'est trouver la bonne place de l'homme, la bonne valeur ajoutée de l'homme dans les usines, et notamment là-dedans on va parler d'homme augmenté. L'homme augmenté cognitivement avec l'intelligence artificielle, avec le digital, etc. Et l'homme augmenté physiquement aussi, avec les exosquelettes, les robots collaboratifs, les cobots. On va avoir des usines et des lignes ou des îlots, et pas nécessairement des productions en ligne pour faire de l'industrie du futur, peut fonctionner aussi en îlots, des îlots qui sont connectés, pilotés, optimisés, et donc là-dedans on va retrouver des leviers qui sont très techno, utiliser des objets connectés par exemple pour tracer les flux physiques, on va trouver aussi les technologies de connexion machine to machine, et on va retrouver aussi les leviers plus classiques du lean manufacturing, parce qu'on ne conçoit pas une usine du futur qui ne soit pas optimisée avant d'être techno et digital. Voilà. Donc il y a aussi des sujets comme les relations clients-fournisseurs intégrées et les nouveaux modèles économiques et sociétaux. L'enjeu de transition écologique et énergétique de l'industrie est un enjeu majeur également pour l'industrie, et l'industrie du futur apporte des solutions pour la décarbonation, pour l'efficience énergétique et pour globalement une meilleure acceptation de l'industrie dans la société. Voilà, donc j'en ai déjà un petit peu parlé, il n'y a pas que de la techno dans l'industrie du futur, c'est aussi de nouvelles organisations, de nouveaux modes de management, des modèles d'affaires innovants pour avoir des usines connectées, pour pouvoir flexibiliser ces modes de production, optimiser les performances, bien sûr, ce qu'on va chercher, c'est pas l'innovation pour l'innovation, ou c'est pas pour faire du techno-push, c'est pour faire de l'excellence opérationnelle, véritable facteur de compétitivité, améliorer la disponibilité de l'outil industriel, on entendra derrière ça la maintenance prédictive, un suivi économe des consommations d'énergie et des matières premières, et puis la suppression des tâches pénibles par l'apport de la robotique collaborative par exemple. Voilà, donc ça ce sont les enjeux et un panel de solutions qui sont offerts à l'industrie aujourd'hui. Moi je vous parle du parcours Sud Industrie 4.0, qu'est-ce que c'est ? C'est un parcours qui est 100% pris en charge aujourd'hui dans la région. Un parcours en 3 étapes. Qui s'adresse, je vais parler des 3 étapes un petit peu plus tard, mais qui s'adresse aux TPE et aux PME industriels de la région. Il suffit d'avoir un établissement dans la région, de faire entre 4 et 250 salariés, en fait de répondre à la définition de PME au sens européen du terme, donc moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, etc. N'appartenant pas à un grand groupe, et donc on a droit de rentrer dans ce parcours. Voilà. Et ce parcours, justement, il y a 3 étapes. Donc il y a un diagnostic industrie du futur. Voilà. Donc c'est un consultant généraliste qui vient dans votre usine, qui s'entend avec vous sur les leviers de compétitivité prioritaires chez vous. Voilà, chez certains, c'est le prix. Voilà. Moi, il faut absolument, pour ma compétitivité, que je sorte des produits moins chers. Chez d'autres, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça peut être une combinaison de tout un tas de choses. L'innovation produit, l'innovation service, la qualité, la performance industrielle, le temps de cycle, le taux de service, etc. etc. Voilà. Une fois qu'on s'est entendu là-dessus, le consultant il va faire son audit de terrain, il va interviewer les parties prenantes et il va aller chercher les gisements d'amélioration de votre compétitivité. Pourquoi faire ? Pour derrière vous proposer des leviers de compétitivité de l'industrie du futur qui répondent à ces enjeux de compétitivité-là. Donc on est dans du sur-mesure, vraiment. Voilà. Ensuite, vous avez un accompagnement technique. On ne s'arrête pas au rapport avec nous, on vous recommande de faire ça. On a des financements de l'État et de la région pour vous payer une expertise du domaine retenu.
on balaye tout le spectre de l'industrie du futur. Après le diagnostic, on dit bon, chez vous, il y a quand même à creuser cette question de fabrication additive métallique. Ça va bouleverser votre positionnement marché. Donc, il serait bien de s'intéresser à ça. On va vous chercher un expert de la fabrication additive, très certainement chez mon ami Alain. Mais là, ça c'est 100% financé. Encore une fois, vous avez quelqu'un qui va vraiment spécifier dans le détail les besoins, quelles sont les pièces éligibles, quels sont les procédés applicables, et vous accompagner jusqu'à éventuellement déjà commencer à sélectionner un type de technologie qui serait applicable chez vous. Voilà. Et ensuite, le troisième volet, c'est la région qui abonde avec une subvention à l'investissement. Parce que les projets industrie du futur, ça demande d'investir. Vous pouvez bénéficier d'une subvention entre 50 et 150 000 euros pour votre investissement. Et c'est de la subvention. Et ça, on parle d'un dispositif qui existait avant le Covid. Aujourd'hui, il y a encore d'autres guichets de financement pour la modernisation, pour l'innovation. Celui-là va être renforcé, mais celui-là, c'est vraiment le bon côté de ce parcours, c'est qu'ils n'ont pas attendu le Covid pour savoir la nécessité d'aider les investissements dans l'industrie, et notamment dans les TPE-PME. Voilà, donc un seul point d'entrée, le site qui s'appelle parcoursudindustrie.fr. Vous remplissez un petit formulaire, c'est pas engageant, et puis vous avez l'opérateur de ce parcours qui est Rising Sud, qui opère pour le compte de la région et qui va prendre contact avec vous pour vérifier que vous êtes bien éligible. Je crois que j'en ai terminé. Donc après, on vous laisse parler de cas concrets maintenant. Bien, alors parmi les sujets, les thématiques de ce programme, qui sont évidemment ceux du référentiel Industrie du futur qu'a présenté Thomas, il y a la robotisation. Et on propose des accompagnements spécifiquement dédiés aux PME, même aux TPE. Et ça leur est très profitable. Comme on peut le voir sur les résultats d'une enquête qui a été menée auprès de 80 PME qui ont intégré un premier robot. Ça a été fait dans le cadre d'une opération nationale qui a été menée par le CETIM et qui s'est terminée en 2018. Et vous voyez, ces résultats, qui sont des résultats factuels, sont sans appel. 16% de hausse moyenne de l'activité, mais surtout une restauration des marges de près de 30%, c'est-à-dire la profitabilité même de l'entreprise. 63% des PME ont embauché entre 1 et 5 salariés après l'intégration du robot, et ces embauches ont été faites pour la moitié en poste de production. Et 9 PME sur 10 ont déclaré avoir amélioré leurs conditions de travail. Donc oui, les robots, ça crée de l'emploi. C'est encore plus vrai aujourd'hui et dans la période à venir. Pourquoi ? Parce qu'il faut encore plus que nos PME se différencient pour conserver leur marché, et sans parler d'aller en conquérir de nouveaux. Et c'est reconnu, la robotisation est un des facteurs de différenciation des PME. Donc, oui, vas-y, passe-les tous, ça sera plus simple. Donc, nos PME sont confrontées à un panel d'enjeux, contraintes, besoins industriels, finalement, qui convergent tous vers 4 grandes solutions robotiques. Alors là, on va retrouver, il n'y a pas de secret, les leviers parmi ceux qui ont été présentés par Thomas, donc sur le référentiel de l'Alliance. D'abord, l'attractivité du travail, réduire la pénibilité, ne serait-ce déjà que pour faire revenir les jeunes dans nos entreprises, et qu'on puisse produire encore pendant longtemps sur le sol français. Donc là, c'est l'axe de l'assistance au travail, donc la réduction des charges physiques et mentales, c'est le rôle basique des robots finalement. Vous avez des exigences de maîtrise des procédés, donc les rendre notamment reproductibles, mais aussi maîtriser, augmenter la qualité et assurer la sécurité. Ça va souvent de pair, qualité et sécurité. Là, c'est l'axe de l'assistance aux procédés. Au passage, en robot, ça vous résout sans aucun surcoût tous les problématiques des gestes barrières aujourd'hui. Alors après, des exigences de productivité associées à de l'agilité. Oui, on parle de mass customization, donc on en a parlé, à prix compétitif, donc il faut être capable de faire à la fois productif et à la fois réactif, en gros des pièces unitaires aux conditions de la série. Et là, au-delà de l'automatisation, avec des systèmes automatisés et robotisés, il faut aller vers les systèmes autonomes et également auto-adaptatifs. Et là, ça requiert bien sûr beaucoup de numérique associé. Enfin, l'accent est mis très fortement aujourd'hui sur les technologies vertes. Il y a justement, la robotisation permet un haut degré d'éco-efficience,
tant sur les procédés que sur les produits qui sont fabriqués par des robots. Et là, on est dans le domaine de l'éco-conception, si on veut que ça marche, associé, là aussi pour que l'éco-conception fonctionne, bien à une continuité de la chaîne numérique, de la conception jusqu'à la réalisation physique. On tourne. Voilà. Alors, le programme PSI 4.0 permet tout cela, bien sûr. Vous avez plusieurs portes d'entrée et qui sont spécifiées, qualifiées pour chaque entreprise qui s'inscrit sur cette thématique. Et ça se passe au niveau de la phase 1, c'est-à-dire le diagnostic amont. Vous pouvez rentrer par le métier, le procédé. Vous pouvez rentrer par le processus d'intégration robotique dans la chaîne de production, c'est-à-dire en fait comment automatiser, robotiser des opérations de manière fluide dans votre organisation, dans vos flux. Aujourd'hui, vous savez, on est capable d'implémenter des cellules robotiques mobiles et flexibles qui sont plug and play. Plug and play. Et puis vous avez l'axe de l'assistance au travail, l'aide aux opérateurs, on l'a vu aussi, hein, donc sans aller jusqu'à l'homme augmenté. C'est la robotique collaborative qui permet un fonctionnement mixte homme-robot en toute sécurité. Donc c'est mature aujourd'hui. Et là, on résout bien des cas de problématiques de flexibilité avec ça. Toc. Alors, un bel exemple d'accompagnement d'une PME dans ce programme, c'est la robotisation d'une ligne de bougies, de fabrication de bougies. Je ne pourrais pas vous donner le nom de l'entreprise parce que donc là, on est sous contrat de confidentialité. Et malheureusement, je ne pourrais pas non plus rentrer dans le détail de ce qui a été fait dans ce bel accompagnement. On pourra le faire sur d'autres exemples juste après, heureusement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est rentré par la première porte, la porte du procédé, qu'il a d'ailleurs fallu retravailler en amont, hein, déjà pour le rendre moins dispersif, et ainsi autoriser de manière efficace la robotisation d'opérations de bout de chaîne, des opérations de redressage, des opérations de rangement, de palettisation, mais pas que, donc de travail également sur le produit, et qui ont permis d'atteindre des exigences très fortes en termes de qualité, de productivité et d'agilité, le tout combiné. Voilà. Pour l'exemple suivant, je peux vous donner le nom de l'entreprise puisqu'elle a accepté de témoigner. J'aurai une petite vidéo à vous diffuser. C'est l'entreprise Stern qui est à Cavaillon et qui fabrique des pièces, enfin, qui conçoit et fabrique des pièces en silicone. Voilà. Les enjeux de compétitivité pour elle, c'était le suivi des opérations de production. Elle avait un projet de RP déjà, mais en termes de fonctionnalité, c'était pas encore suffisant. Il y avait encore trop de pertes au feu dans l'atelier. Et donc l'idée, c'était de partir plutôt sur une solution logicielle type Manufacturing Execution System, donc qui permet de remonter aussi les données de production en temps réel des machines. Donc les grandes fonctionnalités, ça va être disposer du taux de rendement de chaque centre de coût dans l'usine. C'est aussi des informations descendantes comme la dématérialisation complète des dossiers de fabrication. Donc les instructions de travail sont descendues en numérique. Il y a des terminaux numériques mobiles sur les postes de travail et donc vous avez la possibilité pour les opérateurs de disposer de l'info fraîche à jour et toujours dans les données remontantes, vous avez également l'avancement de la prod et la confrontation du réalisé avec le planifié. Voilà, ce qui permet de réagir avant que les ordres de fabrication soient en retard et d'introduire ces données-là dans une stratégie d'ordonnancement qui est plus efficace au niveau du taux de service, in fine. Voilà. Nos besoins, c'était vraiment de travailler sur cette performance opérationnelle, la connexion des machines, les machines connectées, la dématérialisation des données et la dématérialisation des transferts d'informations entre les services. En fait. Au départ, nous, on envisageait de travailler sur l'opérationnel dans l'usine et l'amélioration de la communication, mais on n'avait pas envisagé particulièrement le logiciel MES. Et c'est en fait les échanges avec l'expert
qui nous sont fait dire, ben oui, c'est exactement ça dont on a besoin en fait. Voilà. L'établissement du cahier des charges, et ça c'était très très précieux de travailler avec un expert, et surtout un expert qui maîtrise tous ces logiciels de MES, GPAO, la consultation, le discours avec les prestataires aussi. Donc ça nous a permis d'aller très vite dans notre travail en performance industrielle. À terme, ça va vraiment un peu modifier le visage de l'atelier puisque toutes les machines seront connectées. Plutôt très simple d'accès dans la démarche, dans l'approche des interlocuteurs aussi. Une démarche aussi complètement dématérialisée pour tout ce qui est remise des dossiers, etc. Donc ça c'est plutôt très très pratique aussi. Et puis vraiment un accompagnement et une réponse instantanée. Ça donne accès à des experts et puis ça donne un rythme à un projet en fait. Voilà. On s'oblige à suivre le rythme. C'est vraiment l'expertise en fait. Voilà. Voilà, donc moi j'en ai fini avec cet exemple-là. Il y a d'autres exemples derrière, notamment un dont l'accompagnement a été réalisé par Captronic, donc les équipes de Jean-Philippe à ma gauche. Donc on bascule d'un cas d'application plutôt usine connectée à un cas d'usage de l'industrie du futur qui va impacter, qui va parler plutôt d'objets connectés. Voilà, de produits connectés et de transformation des modèles économiques pour rentrer vers l'économie de la fonctionnalité. J'ai commencé par le diagnostic et pour moi c'était une évidence de pouvoir démarrer ce programme. Ça m'a ouvert complètement et j'ai repensé en fait l'entreprise et j'ai imaginé sa transformation vers une industrie du futur. C'est la transformation complète de l'entreprise vers ce qu'on appelle l'industrie du futur, c'est-à-dire on commence par les produits, il va y avoir l'ensemble des outils autour de ces produits, les services, la formation des salariés à ces nouvelles technologies et vers plus de digitalisation. Et sur la partie demande de subvention, c'est tout récent, ça a été accepté. Cette année, j'ai demandé 50 000 € pour le premier chantier, les objets connectés. Et l'année prochaine, je demanderai à nouveau 50 000 € pour toute la modernisation des outils. On est une TPE, donc il y a la réactivité puis la simplicité de mise en œuvre. Pour moi, un industriel doit toujours imaginer rendre pérenne son entreprise, donc il doit la moderniser, s'adapter aux nouveaux cas d'usage des clients, apporter de nouvelles valeurs ajoutées. Et ce programme est un vrai accélérateur. Voilà, excusez-nous, c'est quelques petites manipulations pour vous montrer ces films, et ça permet aussi de voir des vrais cas et de montrer que ce n'est pas qu'un discours, c'est aussi une réalité. Alors, effectivement, sur ce cas d'entreprise, ce qui est intéressant, c'est, ce qui n'a pas été dit, vous n'apparaissez pas dans le film, c'est qu'IDETEC, c'est une société qui est spécialisée dans la mesure de vibration sur chantier. Donc c'est le petit boîtier que vous voyez là, c'est des travaux qui se font sur une voie de chemin de fer, sur un tunnel ou sur un chantier, et la réglementation impose que la société qui fait les travaux puisse assurer un certain niveau de vibration. Donc ça se mesure avec un petit appareil qui est déposé sur chantier. Et en fait, ce qui était très intéressant dans les objectifs, ce que s'est posé cette société, son souhait c'était de moderniser les services qu'elle offrait à ses clients, donc en ayant une solution connectée innovante, au sens où historiquement les produits historiques n'étaient pas connectés, donc à chaque fois c'était l'entreprise qui devait aller regarder ce qui se passait, et pour IDETEC qui fournissait ces solutions, c'était assez compliqué de les gérer, ça leur prenait beaucoup de temps. Donc là, effectivement, le fait de mettre en place une nouvelle génération de produits, ça permet d'avoir de l'information en temps réel et de savoir à tout moment ce qui se passe. Donc ça change complètement à la fois le service apporté aux clients et la façon aussi, c'est un gros apport de productivité sur la façon dont IDETEC va pouvoir gérer
l'ensemble de ces appareils de mesure. Et elle sait à tout moment comment ça se passe bien, pas bien, etc. Donc ça permet aussi de limiter drastiquement les déplacements. Donc c'est un outil de productivité et de service en même temps. Ça permet de répondre au client. Le client peut regarder à tout moment, où qu'il soit, ce qui se passe sur son chantier. Donc c'est vraiment une nouvelle génération et on est vraiment dans la bascule. Et c'est en ça que cet exemple pour nous est très, très intéressant. On est vraiment dans la bascule du produit au service. Au lieu de vendre un produit, on apporte un service complet, connecté et avec beaucoup plus de valeur ajoutée. Et effectivement, comment on a travaillé pour l'accompagner? Donc ça a d'abord été d'analyser le besoin, toutes les contraintes environnementales et réglementaires, parce qu'on est dans un contexte réglementaire, puisque c'est rendu obligatoire par la législation. La consommation d'énergie, parce que comme vous voyez, c'est un produit qui n'est pas alimenté, donc il faut qu'il puisse fonctionner pendant plusieurs mois sans être alimenté. Et puis effectivement, tout ce qui était aide au choix sur les solutions de transmission, puisque c'est des produits qui peuvent être dans des endroits un petit peu compliqués, en souterrain, etc. Donc il faut avoir une solution de transmission de l'information qui fonctionne tout le temps et qu'on ne soit pas obligé de positionner le produit non pas par rapport à l'endroit où il est efficace, mais par rapport à la réception ou pas du signal. Et la deuxième partie de l'accompagnement, ça a été effectivement de travailler avec l'entreprise pour analyser le besoin, c'est-à-dire comment on va ce produit, comment on va l'intégrer dans tout le système de gestion d'information de l'entreprise, et notamment avec son outils de GMAO, c'est-à-dire de gestion de maintenance assistée, c'est-à-dire comment je gère l'ensemble de mes produits, et puis de CRM, c'est-à-dire de gestion de la relation avec le client, parce que le produit est partie intégrante, donc d'avoir tout le parc matériel, savoir comment ça se passe, quels sont les clients, etc. Donc d'intégrer toute cette information-là, c'est une grosse source de valeur. Alors, ce qui est important quand on prend un petit peu plus de hauteur, aujourd'hui au cœur de l'industrie du futur, vous avez tout ce qui est données. C'est-à-dire qu'on a des éléments, alors Captronics, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on travaille à aider les entreprises à intégrer l'électronique et de logiciels embarqués à la fois dans leurs produits et à la fois donc, dans ce cas-là ou dans leur process de production, mais au-delà, donc avec l'électronique, avec des systèmes connectés, etc. Mais au-delà de la technologie, ce qui est important de se dire, c'est que qu'est-ce qu'on fait, où est la donnée et comment on peut la produire et en quoi elle peut être intéressante et quels sont les besoins. Donc on mixe deux approches. Une approche qui est l'analyse de besoins métiers, c'est-à-dire de quelles informations on a besoin. On va aller jusqu'aux données qu'on va être intéressé à capter. Donc on est dans une approche plutôt top-down. Et puis on va croiser avec une approche bottom-up où on va partir du capteur à l'information partagée. Donc capter l'information et la remonter. Et on croise ces deux approches, vous voyez deux flèches, où effectivement on a tout ce qui est autour de la captation de la donnée, avec tout ce que ça suppose, il faut le faire comme il faut capter la bonne information, il faut la contextualiser, il faut qu'elle soit fiable, il faut que ça fonctionne avec une certaine qualité de service, etc., etc. On peut éventuellement avoir aussi du croisement d'informations, et c'est pour ça qu'on parle d'intelligence artificielle embarquée, qui permet de croiser des informations qui viennent de endroits différents pour avoir la bonne conclusion, la bonne prise de décision. Ensuite, on va transmettre cette information, donc il faut que ça fonctionne. Donc gestion des réseaux de communication, donc ça peut être des réseaux filaires ou sans fil. On a des architectures, il faut faire tout ça comme il faut. Ensuite, il faut analyser, exploiter et décider, puisque l'objectif, ce sera une prise de décision. Et puis ensuite, restituer et agir, c'est les tableaux de bord, c'est une IHM, donc une interface homme-machine, des actionneurs, la supervision, etc. Donc c'est un ensemble de données, de dimensions à prendre en compte qui vont permettre d'optimiser à la fois la captation, le fonctionnement de l'entreprise, etc. Et on est vraiment au cœur de cette nouvelle industrie en allant chercher la bonne donnée et qui permet d'avoir les bonnes informations et d'apporter le meilleur service, soit en production, soit par rapport à ses clients. Donc c'est un petit peu ce que vous avez vu sur IDTech qui passe vraiment un palier avec ce type de projet. Et effectivement, un petit peu une liste de tout ce qu'on peut obtenir dans l'industrie, c'est anticiper des défauts, Thomas l'a déjà évoqué, c'est planifier sa maintenance, contrôler et suivre la qualité, optimiser, automatiser la production, améliorer ses consommations d'énergie, minimiser les déchets, travailler, parce qu'effectivement, quand on se rend compte qu'un process n'est plus efficace, on va tout de suite l'interrompre et on va éviter de produire de la pièce qui va partir au rebut. Bien sûr, le travail en mobilité. Aujourd'hui, on l'a vu avec la problématique Covid.
où effectivement savoir à distance ce qui se passe, soit chez son client, soit dans son usine, ça a une valeur importante, notamment pour les équipes qui interviennent en maintenance. Mesurer, enfin savoir ce qui se passe aussi dans son atelier, la traçabilité des matières premières et des produits, retrouver une caisse à outils, suivre un bien, etc. à tout moment grâce à la géolocalisation, etc., etc. Et puis le dernier point qui est important, c'est comment au travers de ces technologies, je vais pouvoir apporter plus de services à mes clients. Voilà, c'est tout à fait important. Alors, petit exemple aussi concret. Donc, c'est un deuxième exemple. Ce n'est pas une entreprise qui est située en PACA, mais c'est quelque chose qu'on avait accompagné il y a plus longtemps et on a plus de recul. Typiquement, c'est des gens qui font très rapidement des toiles métalliques, des toiles perforées. Ils avaient des problèmes de besoin, c'était d'anticiper l'usure de poinçons. Ils avaient une grosse source de non-qualité. Ils voulaient diminuer aussi les temps d'arrêt de production parce qu'ils se rendaient compte, ils perçaient X auto, là on se rendait compte qu'il y avait un problème, donc ils arrêtaient la machine, il fallait changer les poinçons, etc. Aujourd'hui, on a travaillé pour capter ce qui se passait sur la machine, voir les défauts en avance de phase, comptage des pièces, mesure de l'usure. Et en finale, je vais plus rapidement, on a des résultats au bout de 3-6 mois où on a des gains de productivité de plus de 20%. Donc c'est des effets de levier qui sont très importants. Voilà. Et avec des investissements qui sont très réduits. Donc il y a vraiment, les technologies aujourd'hui permettent de faire beaucoup de choses. Après, c'est des projets aussi qui se construisent. Il faut aller chercher optimiser la façon dont on travaille pour que ça soit le plus optimum possible. En conclusion, juste je complète, là l'investissement il est réduit, c'est super, mais c'est pas toujours le cas et ce qui nous intéresse c'est le retour sur investissement. Oui, donc ça qui est important, ce qu'il y a de bien c'est que si jamais la capacité de financement est un frein, aujourd'hui on a vraiment plein de subventions, donc plein de guichets de financement. PSI 4.0 c'en est un, mais il y a d'autres guichets. Il faut plus que l'investissement soit un frein pour aller chercher ces gains de productivité. Donc, dans la suite de cette présentation, on a aussi travaillé, comme beaucoup d'entre vous, on a été impacté par cette crise sanitaire. Les entreprises avec lesquelles on travaille sont aussi impactées et on a beaucoup réfléchi collectivement. Le CETIM aussi a fait un gros travail en interne pour effectivement se poser les questions en disant voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer aux entreprises dans ce contexte un peu particulier. Donc il y a déjà des choses, on a beaucoup de choses entre guillemets dans notre boîte à outils qui étaient disponibles. Et effectivement, Alain, je te laisse présenter un petit peu l'articulation qui en a été faite. Et puis on réinterviendra aussi tous ensemble sur ces sujets. D'accord. Donc là, effectivement, il y a 3 échelles de temps, court terme, moyen terme, long terme. En fonction de la situation dans laquelle vous êtes face aux contraintes économiques de cette crise sanitaire. Donc il y a des choses qu'on ne faisait pas avant et qu'on va faire aujourd'hui, c'est des actions d'urgence pour récupérer du cash, restaurer ces chaînes d'approvisionnement, également des problématiques par rapport au personnel qui ne vient plus ou qui ne peut plus venir. Donc ça, il faut se réinventer sur de l'agilité pure et simple et presque du système D sur la première partie, le court terme. Néanmoins, l'erreur serait de se concentrer uniquement sur les opérations de survie. Alors bien sûr, c'est nécessaire, et donc de prendre du retard pour le redémarrage. Ça commence à redémarrer dans certains secteurs très fortement et on attend normalement un redémarrage début de l'année prochaine. Même si rien ne sera comme avant, il ne faut pas rater le coche. Et donc, alors moi je vais plutôt parler des procédés, tu parleras peut-être plus de l'aspect produit. Donc au niveau de l'optimisation des procédés, donc bien sûr l'approche tactique, comme on l'a vu, en fonction de votre situation d'urgence. Mais pour autant, il va falloir répondre à ces grands enjeux de transformation qu'on a évoqués au niveau du référentiel de l'Alliance, que j'ai un petit peu évoqué sur l'aspect robotique, parce que ça reste valable, même aujourd'hui. Et donc on va les rappeler, parce que c'est très important. L'enjeu de mass customization, donc clairement fabriquer des pièces unitaires à des conditions de la série, ça reste valable, encore plus peut-être aujourd'hui, doublé d'une problématique de réduction du time to market. C'est-à-dire sortir des nouveaux produits complètement personnalisés le plus souvent possible et le plus rapidement possible.
Et là, pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut jouer sur plusieurs niveaux. D'abord sur son organisation, évidemment, pour la rendre la plus fluide possible, la plus réactive possible. La chaîne numérique encore plus fluide et étendue à tous les niveaux des services de l'entreprise. Ça, c'est de plus en plus un facteur clé. Ça paraît pas grand-chose, mais des petits problématiques d'interface, des petits bugs, et tout est par terre dans votre fluidité. Et ça peut vraiment coûter aux entreprises. Évidemment, on a vu l'automatisation des procédés vont permettre de les rendre à la fois productifs et agiles, donc reconfigurables, donc avec le numérique. Et puis, il ne faut pas oublier, donc Thomas l'a un petit peu évoqué, les nouvelles technologies de fabrication directe. Parce que la fabrication additive, ça a aussi la vertu de passer directement d'une pièce numérique à une pièce physique sans être obligé de reconformer des outillages ou des machines. D'accord ? Donc ça, c'est sur le côté, on va dire, mass customization. On a un autre enjeu énorme qui est la production autonome. Dans production autonome, c'est tout simplement le fait qu'il faut étendre, il faut allonger le temps de fonctionnement de nos équipements industriels. Ne serait-ce que pour rester compétitif en termes de coûts de production par rapport à l'international. Et pour ça, on l'a vu donc, l'automatisation, ça ne suffit pas. Il faut rendre le procédé donc autonome, mais aussi auto-adaptatif, c'est-à-dire capable non seulement en automatique, quand il n'y a personne devant ou très peu de personnes, donc de reprendre les changements de production, on l'a vu, qui sont de plus en plus fréquents, la mass customization, mais aussi d'absorber les dispersions des procédés sans tomber en panne. Et ça nécessite de rajouter une couche de contrôle en ligne capable, rétroactivement, d'ajuster en automatique les paramètres de production. On sait le faire aujourd'hui, mais il faut en passer par là pour avoir cette fameuse production autonome qui, quand on a des marchés, nous permet d'avoir des coûts compétitifs. Le green manufacturing, bien sûr, on ne va pas y revenir dessus. Là, c'est l'éco-efficience à tous les niveaux des procédés pour les rendre plus sobres, plus propres et plus sûrs. Et là, on peut reboucler, vous voyez sur le schéma, on peut reboucler dans l'urgence parce que, mine de rien, ça peut permettre des économies immédiates d'énergie, mais aussi de moyens, de ressources sur les déchets que vous n'allez pas produire. Et dernier point, là aussi, Thomas, tu l'as évoqué, il faut repenser nos modes de management. Il faut remettre l'homme au cœur du système de production, au cœur de l'usine. Les technologies du numérique sont à son service, ce n'est pas l'inverse. Donc c'est l'homme qui prend la décision et le numérique doit lui faciliter la prise de décision. Alors pour poursuivre, effectivement, Alain est plus intervenu sur la partie process, mais au travers du process, on est aussi obligé de se poser des questions, un certain nombre de questions sur les produits. Alors des questions qui ont été un petit peu mises en lumière au niveau pendant cette crise sanitaire, surtout sur les mois de mars, avril et mai, où effectivement on se rend compte qu'on a des fragilités dans sa supply chain et que c'est l'externalisation, pas toujours très bien contrôlée, emmène à un certain nombre de soucis. Donc dans un premier temps, effectivement, on a essayé de parer au plus pressé, mais se poser la question, donc effectivement en court terme, on a posé la question de repenser sa supply chain, de revoir sa supply chain, voir ses points de faiblesse, voir comment on peut la consolider. Donc supply chain, c'est au sens large, c'est-à-dire à la fois l'interne, l'externe, qu'est-ce qu'on a sous-traité, qu'est-ce qu'on ne maîtrise peut-être plus très bien en interne, etc. Penser aussi des sources d'approvisionnement alternatives. Alors sachant que ça, c'est des choses qui sont vraies à la fois pour des donneurs d'ordre, mais en tant que sous-traitant, vous avez aussi la possibilité de vous positionner en source d'approvisionnement alternative auprès d'un certain nombre de grands donneurs d'ordre. Donc il y a des choses à rejouer. Quelque chose qu'on voit aussi de très important, c'est effectivement se reposer la question de reconception des produits, c'est-à-dire effectivement de se dire revoir la façon dont ces produits sont conçus, en profiter généralement pour les remettre, leur rajouter des fonctionnalités, etc. Mais c'est l'occasion aussi, donc on parle plutôt de moyen terme, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire dans mon produit pour apporter plus de valeur à mes clients. Donc on a aussi
à long terme, ce qu'on effectivement l'évolution de business model, c'est-à-dire d'aller du produit vers le service, plus de services apportés aux clients, etc. Et donc là, la personnalisation du produit aussi que tu as évoqué. Donc il y a beaucoup de pistes qui sont liées à chacun par rapport à son domaine d'activité. Il y a aussi la question dans le long terme aussi des relations que vous avez avec vos partenaires et sous-traitants. C'est pour ça qu'on parle aussi de plus en plus de co-conception, c'est-à-dire ne pas voir uniquement un sous-traitant comme quelqu'un qui vous donne une opération, mais concevoir avec lui. Et de façon globale, on conçoit bien si on pense à la fabrication, y compris l'intervention du sous-traitant. C'est quelque chose d'important. Le développement durable, quand on l'intègre très en amont, c'est quelque chose qui peut être un atout et qui ne coûte pas si cher que ça. Et puis, effectivement, toute cette position d'optimisation de produits, apporter plus de valeur aux clients, c'est aussi une façon de revoir les choses. Voilà, donc ça c'est des choses. Et puis bon, ce qu'on a vu aussi effectivement, ce que vous pouvez aussi apporter. Alors, vous l'utilisez en monitorant vos machines, vos équipements, mais également si vous êtes fabricant d'équipements, proposez que vos équipements intègrent ce monitoring. Donc c'est effectivement voir les choses de façon un peu différente et profiter un petit peu de ce qu'on a. Enfin, profiter si on peut le dire, mais reposer un certain nombre de questions par rapport à la crise qu'on a vécue et qu'on vit toujours, pour effectivement essayer d'en faire, de répondre à ses clients et en même temps d'essayer de solidifier un peu plus. C'est pour ça qu'on a aussi mentionné ce qu'on appelle le PCA. C'est un plan de continuité d'activité et qui peut vous être d'abord quelque chose d'important qui peut être important pour vous, mais qui peut être aussi important pour adresser un certain nombre de donneurs d'ordre. Et le fait que vous ayez un PCA qui soit bien consolidé, ça donne aussi, ça permet par exemple à certains de gros donneurs d'ordre de faire aussi appel à des fournisseurs de proximité qui seront en capacité de répondre si dans des cas de crise comme on vient de les vivre. Thomas, juste en conclusion sur cette planche, en fait, ce qu'on voulait dire, c'est que le dispositif, il date d'avant la crise Covid. Et il s'appelle Parcours Sud Industrie 4.0. Il a pour objet vraiment d'accompagner les entreprises à mettre en œuvre leur projet de transformation vers le 4.0. La crise est passée par là et un message qu'on a également de nos financeurs, c'est que la priorité, c'est de répondre aux vrais besoins des entreprises. Le cadre d'intervention est assez souple pour que on ne soit pas obligé de faire que du robot ou que des objets connectés. L'idée, c'est que vous pouvez aussi utiliser ce dispositif pour vous faire accompagner sur des sujets qui sont plus ceux de la relocalisation, de la souveraineté économique, de l'analyse de risque parce que vous avez un problème de sourcing lié à cette crise-là. Voilà quelques exemples d'accompagnement. Voir le RH aussi. Voir le RH. Voir le RH. Problème de compétences, oui. Les problèmes de compétences, problèmes de productivité liés à la réglementation, aux nouvelles règles de distanciation et réglementation sanitaire qui impactent la productivité. Un grand donneur d'ordre aéro dans la région l'a évalué au fait que pour respecter toutes les mesures, même s'ils avaient des commandes à foison, ils n'atteindraient pas plus de 90. Il avait dit. Voilà. Ça veut dire qu'au mieux, ils seraient à 90% de leur productivité nominale. Ça, c'est l'impact qu'ils ont estimé des mesures sanitaires. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux besoins qui n'étaient pas ceux qu'on avait identifiés hier. C'est un nouveau défi qui se pose à l'industrie, en plus de celui de la modernisation, de l'attractivité, etc., etc. Donc il faut vraiment être plus résilient face à ce genre de crise. Et donc, voilà, ça veut dire que ce parcours-là, il vous aide pour l'industrie du futur. Il peut vous aider aussi dans un contexte de relance économique. Est-ce que vous auriez des questions un petit peu? On arrive à la fin de cette table ronde. Est-ce que vous avez des questions, des points que... On est à votre disposition par ailleurs, parce qu'on sera juste derrière. Mais n'hésitez pas. Non, pas de questions particulières. En tout cas, on est à votre disposition. Comme l'a dit Thomas, c'est un programme d'accompagnement qui a été construit de façon très flexible. Et effectivement, l'objectif, c'est vraiment de partir de votre besoin pour vous proposer la solution qui est, avec vous d'ailleurs, on ne vous impose pas une solution, c'est quelque chose qui est construit avec vous, mais en vous apportant de l'information, des expertises, etc., qui vous permet de vous montrer aussi et de concevoir avec vous ce qui sera le plus optimum et d'ouvrir un petit peu et peut-être vous orienter sur des choses auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se fait aussi avec un financement qui permet de prendre beaucoup de coûts en charge. Et il faut en profiter et de se dire que c'est aussi le moment ça peut être aussi le moment pour vous d'avancer sur ces sujets-là. Oui. Ouais.
Oui, Voilà, c'est vrai que vous co-construisez la feuille de route. C'est vraiment customisé dans le sens où entre là et là, il y a un atelier de priorisation. Les consultants, ils vous mettent généralement plus de projets que vous ne sauriez en mener. Donc c'est vraiment un filtre dans voilà, tout ce qu'il y a dans l'industrie du futur. Il y a des cas, effectivement, les robots, c'est pas pour vous. Voilà, c'est pas, compte tenu de votre maturité, compte tenu de votre marché, etc. Mais voilà, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Dans l'industrie du futur, il y a forcément des projets qui sont applicables chez vous pour vos leviers de compétitivité. Donc là, le consultant, il n'y a plus. Donc, à la fin du diagnostic, l'intervenant, il vous met vraiment tous les projets qui seraient pertinents chez vous. Et évidemment, on ne recommande de ne pas tous les mener, donc il faut en jeter. Voilà, il faut prioriser le ou les 2 projets que vous voudriez mettre en œuvre à court terme. Et donc là, déjà, vous avez vos chapitres, hein, naturellement, pour dire celui sur lequel vous voulez poursuivre. Et évidemment qu'aujourd'hui, peut-être que le résultat de la priorisation que vous allez faire à l'issue du diagnostic, il ne sera pas le même que si vous aviez fait cet exercice avant la crise. Voilà. Et en ce sens-là, vous avez vraiment l'opportunité d'orienter votre feuille de route. Alors pour élargir un petit peu aussi, c'est que si votre entreprise n'est pas située en PACA, il y a d'autres dispositifs dans d'autres régions également, donc notamment en Auvergne-Rhône-Alpes puisque c'est la région la plus proche. Mais il y a aussi d'autres dispositifs qui existent et qui sont peut-être pas, qui sont pas tout à fait architecturés comme ça. Mais c'est quelque chose, il y a une partie de l'action en tout cas qui est nationale. Voilà. Toutes les régions, effectivement, d'une manière ou d'une autre, proposent des accompagnements des entreprises. Alors, crise Covid, post-Covid, ça, toutes l'ont fait. Mais auparavant, donc, il faut savoir que ce programme PSI 4.0, en fait, il fait partie d'un vaste programme national qu'on appelle les 10 000 accompagnements. Financé donc par l'État, et chaque région de France a signé un contrat avec l'État pour cofinancer 50 régions, 50 États, ces programmes-là, donc qui nécessitent notamment certaines obligations de respecter le référentiel de l'Alliance, hein, on l'a bien vu ici. Et donc ce programme-là en prend pour 500 entreprises sur les 3 ans. Là, on est par année. Donc la région contracte sur un certain nombre d'entreprises pour atteindre les 500 et ça fait 10 000 sur l'ensemble de la France. Et donc en Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez aussi un programme qui s'appelle Être accompagné dans mon projet Industrie du futur, par exemple. Voilà. Merci. Si vous n'avez pas de questions, je vous remercie. À quel stand on pourrait vous retrouver? Juste derrière. Juste voilà. Ici. Voilà. Ouais. On est juste en face de l'écran qui est devant là. Donc n'hésitez pas. Bien, merci. Et bonne continuation, bon après-midi, bon salon.